Donc, on va reprendre et nous souhaitons un bon rétablissement à la maman de notre professeur Hermouche. Bon, allez, donc la salle s'est vidée parce que immunosuppresseur, ça vous intéresse moins. Je comprends. Alors, et pourtant, vous êtes intéressé à plus d'un titre. Je vais vous expliquer pourquoi. Immunosuppresseur. Alors j'ai... c'est le mec. Ça va, tout va bien. Ça va. Ça va. Bon, alors, je vais vous donner en médecine générale pourquoi ça n'intéresse pas que les internistes, les immunosuppresseurs. Exemple simple, je vous avais fait une conf une fois prise en charge de la PR en médecine générale. Vous êtes d'accord avec moi? Polyarthrite rhumatoïde, c'est méthotrexate 15 mg. On a besoin d'être un hyperspécialiste pour donner ça? Non, 15 mg par semaine. Donc c'est vrai que l'initiation, peut-être, vous pouvez vous aider pour initier un traitement, quoique maintenant, c'est plus facilement gérable parce que PR, c'est anti-CCP positif, polyarthrite bilatérale, symétrique anti-CCP positif. Vous débutez, méthotrexate, corticoïde, pas plus que 10 mg. Vous arrêtez corticoïde, vous maintenez méthotrexate. Voilà le traitement grossièrement. Quand ça échappe, là, c'est l'affaire de rhumato, de l'interniste, où on va donner une biothérapie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est un immunosuppresseur. Moi, mes malades, et là, j'ai beaucoup de médecins avec qui je travaille, j'ai des malades de médecine interne, je ne les suis pas. Je suis uniquement pour la reconduction des traitements. C'est en médecine générale que vous suivez ces patients. Et quand ils font une infection, le temps qu'ils arrivent chez moi, il va voir son médecin généraliste. Donc, on n'a pas besoin du médecin spécialiste pour vous gérer une infection quand on est sous immunosuppresseur. Voilà pourquoi est-ce que les collègues voulaient que je vous traite cette pathologie. Alors, fréquence des infections, je prends le cas d'une maladie de système X. Lupus, classique, que nous, on adore. C'est série marocaine, ça c'est le série du service, la série Diana, un malade sur 4. C'est énorme, hein? Un malade sur 4 va faire une infection. Donc ne me dites pas, c'est le spécialiste qui va gérer en permanence cela. Et pas uniquement, vous allez vous dire, mais nous on a un pays sous-développé, c'est pour ça, les pays développés, non, faux. Même quand vous prenez les plus grandes séries, des plus grandes séries mondiales, occidentales, eux ils ont même plus, 32%, 36%. Un malade sur 3 va faire une infection quand il est sous immunosuppresseur. Immunosuppresseur, c'est, et vous allez voir, ce n'est pas uniquement chimiothérapie. Hein. Immunosuppresseur, Immurel, méthotrexate. Quel est l'immunosuppresseur le plus utilisé en médecine générale? Pourtant, tout le monde le plus. Les corticoïdes. Eh oui, je vous rappelle que les corticoïdes ont 3 indications. Anti-allergiques, anti-inflammatoires et immunosuppressives. Donc, quand vous donnez des corticoïdes, vous créez de l'immunosuppression. Si je vous pose la question au sein des immunosuppresseurs, quel est celui qui donne le plus d'infections, vous allez me dire que c'est plutôt les chimiothérapies. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais je vais vous convaincre du contraire par les études. La deuxième chose, vous prenez la plus grosse série mondiale, la cause de mortalité. Dans 28% des cas, quand vous avez une maladie qui est sous immunosuppresseur, dans un malade sur 3 va mourir d'infection. Et vous savez pourquoi il meurt d'infection? Parce que le délai de rendez-vous chez le spécialiste est important et parce que le médecin généraliste ne le prend pas en charge. Et quand il arrive, il est déjà au stade évolué. Aussi simple que cela. Voilà, c'est des choses basiques, d'accord? Et donc, si vous ne vous occupez pas, vous avez un malade sur 3 qui va mourir, au meilleur des cas, dans les meilleurs centres mondiaux, parce que la médecine générale n'est pas sensibilisée à l'infection sous immunosuppression. Si vous attendez le rendez-vous avec le spécialiste, c'est un mauvais système. Vous savez très bien, vous savez ce que je pense, un système de santé où le médecin généraliste n'est pas au centre ne peut pas être un bon système de santé. C'est la réalité. Les autres l'ont prouvé et c'est ce qui est en train de se mettre en place au Maroc et je m'en réjouis de mettre le médecin généraliste au centre de tout cela. Vous prenez, vous enlevez l'immunosuppression. Je prends l'exemple de la PR. Vous dites la PR parce que c'est celle que vous voyez le plus. Vous prenez la PR sous biothérapie, c'est-à-dire sous PR résistant, vous avez donné à des biothérapies, les tirlouna, qui coûtent très cher, etc., etc. Regardez les facteurs de risque. C'est la corticothérapie. C'est-à-dire quand vous donnez des corticoïdes plus longtemps, que vous ne les arrêtez pas, vous créez de l'infection et ils meurent d'infection.
Ce n'est pas la biothérapie qui les tue. C'est la corticothérapie que vous avez donnée. C'est pas, vous imaginez. Donc ça, ne me dites pas que c'est l'affaire du spécialiste. C'est l'affaire du médecin généraliste. Et quand on voit, si on veut hiérarchiser dans tous les immunosuppresseurs, quels sont ceux qui donnent le plus d'infections? Regardez. Donc ne me dites pas que la médecine générale n'est pas intéressée. Loin devant. Dans notre tête, c'est les immunosuppresseurs qui induisent le plus. Pas vrai. C'est d'abord les corticoïdes, les autres. Et en gros, pourquoi on donne des immunosuppresseurs? C'est ce qu'on appelle un traitement d'épargne cortisonique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me donne une immunosuppression. Mon objectif, c'est vrai, de bloquer la maladie, mais surtout d'arrêter la corticothérapie. Or, nous, les médecins, ça arrête l'immunosuppresseur, ou ça le où les corticoïdes? Donc, on double l'immunosuppression et on double le risque infectieux. Enfin, on est d'accord. Donc, vous avez une maladie en elle-même qui est immunodéprimante, vous avez des thérapeutiques immunosuppressives, et vous ajoutez la corticothérapie qui est immunosuppressive. Il y a des واحد اللي داك صيدا هذا واحد داك صيدا وجات l'ambulance وتا هي داك صيدا. C'est exactement ça. هذا بغينا نقتلو de vrai, de force. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc j'espère qu'avec ces 4 diapos, je vous ai convaincu. Donc voilà, je vous ai mis, ça c'est de l'introduction. Alors je ne vais pas faire de la physiopathe. Maintenant, je vais parler parce qu'on fait de la formation et je sais que les congrès maintenant de médecine générale, moi je les ai vus, je vous ai accompagné depuis le début et le niveau a beaucoup monté. Donc je suis obligé de vous parler de l'actualité. Donc les congrès de MG Maroc il y a 20 ans, ce n'est pas les congrès en 2024 parce que ce n'est plus de la médecine de base. Et donc maintenant, vous ne pouvez pas parler en médecine générale, ne pas savoir c'est quoi les biothérapies. Les biothérapies sont les anti-TNF et les autres. Les premiers biothérapies, au moins les anti-TNF. Or, le TNF, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le rôle du TNF? Il permet de lutter. Une maladie fréquente chez nous, c'est quoi? La tuberculose. Donc, si vous bloquez le TNF, vous favorisez le risque de quoi? De réactivation d'une tuberculose. Et ce, d'autant plus qu'on est un pays d'endémie tuberculose. Je vais y revenir pourquoi je vous ai dit ça, parce qu'il y a un message que j'ai envie de passer. J'ai envie de vous passer un message où tout le monde fait cette erreur à l'alcantiférant. Je vais y revenir tout à l'heure. Le quantiférant, qu'on utilise à tort, que ce soit en médecine générale ou chez les spécialistes, je vais y revenir tout à l'heure. Donc en gros, la tuberculose. Alors, quand vous donnez une biothérapie, vous avez un risque infectieux majeur. C'est les 90 premiers jours. Cette diapo, elle parle d'elle-même. Donc en gros, moi, en tant que médecin généraliste, quand je surveille mon malade qui est sous immunosuppresseur, la période la plus difficile que je dois surveiller, il y a les 3 premiers mois. Parce que c'est là où il y a le risque infectieux. Après, le risque diminue. Ça fait, c'est clair. Maintenant, la tuberculose. Vous avez donné un anti-TNF, vous bloquez le TNF, donc vous n'avez pas de moyen de défense face à la tuberculose. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Vous savez très bien qu'il y a infection latente tuberculeuse et tuberculose maladie. Ce sont 2 choses différentes. Moi, nous tous ici, on est tous médecins. Il a le quantiférant, il va être comment? Il va être positif. Le quantiférant signe une infection tuberculeuse latente. Il ne diagnostique pas la tuberculose maladie. Donc tous les docteurs, les tidéro-quantiférants pour rechercher une tuberculose, c'est 0 sur 20. Quand est-ce que je fais un quantiférant? Quand je donne un médicament qui va risquer de réactiver une tuberculose. Vous dites que c'est un médicament positif, je vais donner un traitement prophylactique de la tuberculose. Mais c'est un traitement curatif de la tuberculose. Non. Le traitement curatif, il y a RHZE, le protocole marocain, quadrithérapie. Le traitement préventif, c'est pas ça. C'est soit monothérapie isoniazide pendant 9 mois, soit isoniazide rifampicine bithérapie pendant 2 à 3 mois. Est-ce que c'est clair? Donc, quantiférant, ne le faites plus pour poser qu'en cas de laboratoire, qu'on clinie, mais c'est ça la science, et voilà ce que dit la science. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc là, je vous ai convaincu pour cela. Là, c'est pour vous montrer le risque infectieux avec les entités multipliées par 4. Regardez, ça va jusqu'à 30 en fonction des pays. Voilà, je vous ai mis également donc, toutes les biothérapies, etc. Alors, maintenant, une fois, voilà, ça c'est ce que je vous ai mis, une fois que vous allez donner, dans le contexte marocain,
un traitement immunosuppresseur où vous avez un risque de réactivation de la tuberculose, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous devez faire, vous, en tant que médecin généraliste, pour votre patient? Premièrement, les sujets arrivent, vous devez poser des questions. Tuberculose ancienne, cliniquement pathologique, séquelles radiologiques. L'intradermoréaction, il ne faut pas l'oublier, ça coûte 0 dirham, ça coûte très peu cher, ça coûte quelques dirhams, surtout au centre de santé. Kaina, dans certains cas, il y a des petites ruptures, on dit ça t'a d'accord? L'intradermo est beaucoup moins cher que le quantiferon, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, donc arrêtez de prescrire des choses. Deuxièmement, sujet comptage récent, et voilà ce que je vous ai mis, la prophylaxie, regardez, c'est isoniazide seul 9 mois, isoniazide rifampicine 3 mois. C'est pas la même chose, et vous le donnez au moins 3 semaines avant de débuter votre immunosuppresseur. Ça fait, quand vous avez une infection latente et que vous avez une risque de réactivation, ça pendant 3 semaines. Ça fait, est-ce que c'est clair? Voilà le message. Quand vous avez une tuberculose maladie prouvée, tout ce que je viens de vous dire est faux. Quadrithérapie, RAZE, ou les RIPK4, il y a 9 le marché marocain. Ça fait, c'est clair, en fonction de la localisation, ça fait 6 mois, de 6 à 12 mois, en fonction de la localisation. Et c'est clair, mon message est clair. Donc ça, je passe. Donc ça aussi, je passe. Voilà ce que je vous ai mis ici, la différence entre le quantiferon et l'intradermoréaction de la tuberculose. C'est à peu près la même chose. D'accord? Ici, le quantiferon, c'est quoi? Pourquoi? Parce que c'est facile. C'est une prise de sang. Pas opérateur, pas d'interférence, mais attention, il est très cher, ça coûte 1500 dirhams. Et je répète encore une fois, ça ne pose pas le diagnostic. Donc en gros, vous ne ferez jamais de quantiferon pour rechercher une tuberculose maladie. Ça fait, vous recherchez uniquement une infection latente qui risque de se réactiver. Et si elle est positive, vous dites que si l'IDR est positif, vous êtes obligé de donner une prophylaxie et non un traitement. Voilà, je pense que j'ai suffisamment insisté. Mais il n'y a pas que la tuberculose. On est au Maroc, parce que c'est ce que les Maghrébins en Europe, c'est la tuberculose. C'est quantiferon, tuberculose. C'est pas vrai, d'accord? Il n'y a pas que la tuberculose. Et quels sont en gros, le même raisonnement, si je dois rechercher une infection, quels sont les sites infectieux et les germes que je dois rechercher pour savoir quel antibiotique je vais donner? En gros, c'est le poumon et c'est la peau. Poumon et peau, et cellulite. Et le poumon, pneumopathie. D'accord? Et quand on essaie de comprendre les gens qui font les infections, quelles sont les infections qui font le plus d'infections, qu'est-ce qui ressort? C'est, regardez ici, il y a l'âge et il y a la dose de corticoïdes. La dose de corticoïdes et la durée de la corticothérapie. C'est clair. Ça fait, c'est clair. Donc voilà, ça c'est, je réinsiste sur cela. Mais attention, il y a l'herpès et le zona. Réactivation de zona. Au Maroc, on a maintenant le vaccin contre le zona. Vous le savez, c'est un vaccin vivant. On va avoir le vaccin inactivé dans 2 ans. D'accord? Mais c'est un vaccin vivant, pas la fièvre jaune. Donc là aussi, si vous êtes un sujet âgé, il faut penser à vacciner vos patients contre le zona si vous les mettez sous immunosuppresseur. Est-ce que c'est clair comme message? Voilà des choses pratiques pour vous que vous devez faire. Deuxième germe, poumon. N'oubliez pas la légionellose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le traitement de la légionellose, mais il y a augmenté les gouttes de ça n'a rien à voir. C'est macrolide, quinolone. Il y a une bonne indication. Donc, si j'ai une infection pulmonaire secondaire à un immunosuppresseur ou une biothérapie à l'anti-TNF, et si je dois donner une antibiothérapie, je dois viser Legionella. Donc, ce que le cours d'avant n'est pas vrai, parce que ici le contexte est différent. Là, je serai en droit de mettre quinolone, macrolide, association, pour lutter contre cela. C'est clair quand même. Donc, vous avez vu le raisonnement, comment il est différent. Même l'antibiothérapie change en fonction du contexte du patient et de la maladie. Et voilà les autres infections opportunistes, il ne faut pas oublier. Vous avez la tuberculose fréquente, VZV, Legionella, pneumocystis, n'oubliez pas. Le pneumocystis, c'est quoi?
Vous avez quelqu'un qui vous fait, c'est quoi? Vous avez sous immunosuppresseur, il vous fait une pneumopathie dyspnéisante sur plusieurs semaines. Ce n'est pas brutal. Donc, toute pneumopathie aiguë chez un malade sous immunosuppresseur ne peut pas être une pneumocystose légionellose. Quand elle est progressive, c'est la pneumocystose. Chez les sidéens. Et après, ça donne une fibrose pulmonaire. Donc là, ça se traite par quoi? Par de sulfaméthoxazole triméthoprim. Donc vous le recherchez à Bactrim, fort 2 comprimés 3 fois par jour. Donc vous avez vu comment le raisonnement est différent. Donc si j'ai une atteinte pulmonaire aiguë, je vais penser à la légionellose. Si j'ai une atteinte pulmonaire fibrosante progressive avec une hypoxie, je vais penser à la pneumocystose et je vais mettre sulfaméthoxazole triméthoprim 2 comprimés 3 fois par jour pendant 21 jours. Donc l'antibiothérapie n'a rien à voir en fonction du contexte, c'est ce que j'ai mis. Alors les autres, c'est rare. L'aspergillus, c'est surtout quand vous donnez de la chimiothérapie, vous pouvez oublier, et ça, c'est plutôt de la médecine plus spécialisée plutôt que de la médecine générale. L'autre chose également, c'est le rituximab. Maintenant, le rituximab, on l'a donné dans le lymphome. Maintenant, on le donne dans toutes les maladies auto-immunes. Lupus avec atteinte rénale, polyarthrite rhumatoïde, plein en neurologie pour sclérose en plaques, pour syndrome de vie. Il y a plein de maladies, la myasthénie, plein de maladies. Donc, c'est un médicament. Et surtout qu'avant, ça coûtait cher. Maintenant, il y a des biosimilaires. Et il y a des laboratoires marocains qui le font. Il faut craindre le poumon, urine et peau. D'accord? Poumon. De toute façon, je vous donne les diapos comme d'habitude. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que je voulais vous donner? Alors, voilà une nouvelle infection, l'Imekench, avec le recherche noir fina. Parce que c'est des malades qui traînent chez les neurologues et ils n'ont pas l'historique, pas parce qu'ils ne posent pas le diagnostic, non. Mais le médecin généraliste connaît mieux ces patients, il connaît l'histoire de ces traitements. Un malade qui vous fait qui a pris du rituximab pour son X, soit une PR, soit un lymphome, soit j'ai qu'une fois avec des troubles neurologiques. Cette golo, surtout s'il est âgé, au début d'Alzheimer, au début de je ne sais pas quoi, au début. Sachez qu'il y a une nouvelle maladie qui s'appelle la leucoencéphalopathie multifocale progressive, qui est due à un virus qui s'appelle le virus JC. C'est plutôt JC, c'est un nouveau virus, c'est une nouvelle maladie, qui est due au rituximab. D'accord? C'est ce qu'on appelle la LEMP, la leuco. C'est comme une tache d'huile. Le malade, si vous voulez, il a un légume. Donc il faut poser un légume. D'accord? Un nouveau-né qui est né en souffrance néonatale, si vous voulez, à quel sujet qui a eu le rituximab. Donc il faut y penser au début, le virus JC. C'est diagnostic est facile, ponction lombaire, mais il faut le rechercher. Il a un petit PCR virus JC, vous ne poserez jamais diagnostic. Donc tout malade, le message, qui a eu rituximab, qui fait des troubles neurologiques, vous pensez à cette nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas auparavant. On la connaissait uniquement chez les sidéens. Donc, c'est la leucoencéphalopathie. Et regardez ce que j'ai mis, mortalité de 90%. Ça fait, c'est clair? Voilà, un artiste comme vraiment. Et puis, il y a une chose qui est importante, c'est l'hépatite B. Eh oui. L'hépatite B, vous êtes, surtout quand vous donnez rituximab, vous devez faire les sérologies. Vous devez faire l'antigène, mais chez la sérologie. L'antigène HBS, quand il est négatif, c'est bon. Et vous faites l'anticorps anti-HBS. Alors, que je dis, mais c'est pour sérologie de l'hépatite B, ça coûte, elle fait une 500 dirhams. Ça ne sert à rien. Vous faites l'antigène. Il est positif, ça c'est un spécialiste. C'est-à-dire la question ne se pose même pas. Ça, c'est moi qui gère ou là, les pathologues qui va gérer. Si l'antigène est négatif, vous faites l'anticorps anti-HBS. C'est-à-dire est-ce qu'il est immunisé? S'il est positif, ben, il est immunisé. S'il est négatif, c'est votre rôle. Il faut le vacciner contre l'hépatite. Ça fait, c'est clair. Voilà, c'est là. Antigène HBS positif, ça c'est plutôt spécialiste. Parce qu'on va donner un traitement préemptif pour arrêter la réplication virale. Parce qu'il y a le traitement curatif et le traitement préemptif, ça veut dire quoi? Un terme, je dis préemptif. C'est-à-dire que ce médicament va réactiver mon hépatite B et je vais donner un médicament pour bloquer la réplication du virus. D'accord. Et maintenant, ce médicament qui coûtait très cher, maintenant il coûte que 200 dirhams. Tenofovir, laboratoire Pharma 5, maintenant ça coûte 200 dirhams. D'accord, Tefovir, d'accord, donc voilà, retenez-le. Ça fait. Alors, très bonne question. Est-ce que c'est à vie? Non. La question, c'est que tant que le malade est sous immunosuppresseur, vous gardez
votre traitement d'hépatite B. Quand il va arrêter, vous arrêterez votre immunosuppression. C'est une très très bonne question. Vous savez, c'est juste pour... Et pourquoi? Parce que si vous favorisez la réplication, il va te faire une hépatite aiguë. Immunisation hépatocellulaire aiguë. Ça fait, voilà, vraiment, j'ai essayé de résumer au maximum. Voilà, vous oubliez ça. Ça, c'est vraiment le truc pratique. Vous retenez antigène HBS, anticorps, et quand c'est positif, antigène spécialiste. Quand vous faites anticorps anti-HBS positif, vous n'avez aucun risque. Négatif, vous vaccinez. Voilà ce que vous devez retenir. Oui. Hein? صعيبة هذيك بلاش. هاك. قلت لك غنخلي لكم ها هي صورها. لا ما غنخرج في ديتاي. سينو غدوخيني. بغيتي Elle a le droit de poser des questions, vas-y. صاحبتي مزيان دوك صراحة فهمني شحال هادي. Non, ma question, s'il vous plaît. Donc là, vous avez dit, vous avez parlé de. Elle est en bridge control. Parce que لا. des jeux de spécialistes liés à la colis. معليش. C'est L'antigène un HBS, les anticorps anti-HBC, parce que tout à l'heure, donc c'était juste un laps. Parce que là, vous avez dit. لا ماشي anticorps HBC. anti-HBS. على دوسها Eh rapidement. voilà, anticorps وأنا- anti-HBS. أنا أقول- بها باش ما كندوز Oui. حتى وحده. Alors, très bien. Pour en médecine générale, نساو le reste. Rappelez-vous, antigène HBS, anticorps anti-HBS. L'HBC ou l'HBE ou l'anti-HBE, نساوه. لا نساوه. غتطلبوا نتوما antigène HBS ou anticorps anti-HBS. Anna, je vais répondre. Je réponds. Ça fait très bien. J'ai le droit. L'antigène HBS témoigne de l'infection en cours. L'anticorps anti-HBS témoigne de l'immunité vis-à-vis de l'hépatite B. Alors, mais bien l'antigène HBS ou l'anticorps anti-HBS, il y a des étapes. Binet, quel anticorps anti-HBC? Ouais. Il a qu'un IgG, d'abord, تخليني في الإطار الدخو. فهمتي غتدوخو وغتلفو. فهمتيني Regarde. Antigène HBS, infection en cours. Anticorps anti-HBS, vous êtes immunisé. Il n'y a aucun risque. باش توصل لهذا الشيء خص des étapes. C'est 12 من l'anticorps anti-HBC. وهذاك l'anticorps anti-HBC fait l'IgG ou l'IgM. Après, on raisonne en fonction de comment on le fait. Au Maroc, il y a l'anticorps, ce qu'on appelle le mutant, ou l'anticorps anti-HBE. Honnêtement, il a trop de les détails. Mon message, j'ai envie de vous passer l'essentiel pour le médecin généraliste. D'accord? Mais il y a de la diapoprotéine, parce qu'il y a aussi la PCR dont il faut tenir. Et ce n'est pas uniquement sur un seul. C'est comme les deux les plus simples. Là, je ne vais pas l'hépatite C parce que sinon, on va encore plus. Si vous me posez des questions, je vous répondrai. Alors, l'autre chose également. Il y a un médicament où le taux. Allez, j'ai mis à diapo. Je l'ai mis à la haute Covid. Mais quand Covid, alors quand il y a Covid, il y avait deux phases. Il y a la phase infectieuse et il y a l'orage cytokinique après 8-10 jours. Ça fait حنا في ريكومونداسيون كنا قلنا كورتيكويد كونت يا لوغاج سيتوكينيك ماشي في الاول حنا كنا تنعطيو ديريكتومون ازيتروميسين على كانوا تيموتوا داكور دونك اون ا بارتيسيبي ان بو شويه داكور دونك لوغاج سيتوكينيك سا بارتير دو 8e 10e jour هي باش تعطي لك وعندها القواعد ديالها وعندها لي كريتير ديالها كونت يا نوغاج سيتوكينيك كنا نعطيو كورتيكويد تنعطيو واحد الدواء كنا نعطيو pour la PR, ou le tocilizumab, l'anti-interleukine 6. La biothérapie, ou le tocilizumab. Le tocilizumab, on le donne pour les maladies auto-immunes. Alors, pourquoi je vous ai mis ces diapos? Pas chez Douarcom. Si vous avez un malade, vous suspectez une infection, et qu'il était sous tocilizumab, ou l'actemra, la CRP n'a aucune valeur. Le tocilizumab, il négative la CRP. Donc ne vous basez pas le seul immunosuppresseur. Allez, je vous ai fait le résumé. Le seul immunosuppresseur pour lequel je ne me baserai pas de la CRP polydiagnostique, c'est le tocilizumab. Allez, parce qu'il négative la CRP. Dans ce cas-là, je vais utiliser la procalcitonine et la clinique. Ça fait, c'est clair. Voilà, c'est ce qu'on a derrière le jus de la chose. Ah, regardez, j'ai mis la diapo, regardez ce que ça fait, c'est d'un négatif. Mais ça date,
C'est tous les négatifs. Voilà, très rapidement, c'est tous les négatifs. Donc, le message, ne vous basez pas sur la CRP pour un malade qui est surtocilizumab, chez qui vous suspectez une infection. Ou les infections, on a dit tout à l'heure. La question, c'est les vaccins. Est-ce que, pendant très longtemps, on parlait... Chez le sujet âgé, on disait que ça ne sert à rien de vacciner parce qu'il y a une immunosénescence et donc l'immunogénicité des vaccins est faible. Et maintenant, on a prouvé que, ouah, elle est faible, le vaccin marche. D'accord, elle n'est pas nulle. La question qui se pose, c'est quand vous avez une maladie immunosuppresseuse, un immunosuppresseur, il y a déjà immunodéprimante. Vous avez des immunosuppresseurs, si tu vaccines, est-ce que je réussis ou la réussis? C'est ça la vraie. Est-ce qu'il y a un intérêt à vacciner? Il a qu'une train de vacciner où je n'ai pas la création d'anticorps, ça ne sert à rien, je vais avoir que les effets secondaires. Et que vous me suivez. Et puis, il y a aussi des vaccins qui peuvent induire des maladies auto-immunes. D'accord? Vous vous rappelez tous, moi je me rappelle très bien, j'avais posé le diagnostic de le premier cas de polyradiculonévrite, secondaire au vaccin Astra. D'accord? Voilà. Donc vous vous rappelez c'était dans mon bureau. Ouais, mais je n'ai pas... Enfin bon, c'est filmé, donc je me tais. D'accord, ok. Donc on posera la question tout à l'heure. Alors, mais pour répondre à votre question indirectement, madame, il a dit aspégique ou dit accident hémorragique comme petit. C'est une erreur médicale. Il n'y a que ce n'est pas une erreur médicale. Il a dit zylorique ou dit un layel ou petit. C'est une erreur médicale. Là. Il y a que ou il a dit un vaccin de un secondaire, c'est une erreur médicale. Ah, ça fait. Les polyradiculonévrite secondaires au vaccin, le vaccin de la grippe, indirectement et diplomatiquement. Donc, quand l'indication est là, mais quand il mal, il me fait des effets secondaires. Ou le mal a été chez les gens cardiaques, il a été le coapé. Et bien, je connais ça freine. Donc, un médicament qui n'a pas d'effet secondaire ou un vaccin qui n'a pas d'effet secondaire, ça n'existe pas. Et comme ça freine. Moi, mon fils, je l'ai vacciné, quand on a approché du vaccin d'hépatite A, il avait 8 mois. À 14 mois, il était en réanimation, opéré en urgence. On n'avait pas compris, il avait fait une invagination intestinale. Maintenant, on sait que le vaccin d'hépatite A donne des invaginations intestinales chez les nourrissons. C'est une erreur médicale. C'est des effets secondaires. C'est connu. Le message est clair. Très bien. Donc, message important. Le risque infectieux augmente d'autant plus que la maladie. Ça, c'est dit, t'en fais pas. Et c'est vers de fortes doses de corticoïdes immunosuppresseurs. Les vaccins restent immunogènes. Ça, c'est un message important. Y compris. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, il faut vacciner. Et puis, quel vaccin? Donc, vous, en médecine générale, qu'est-ce que vous allez proposer comme vaccin? Grippe obligatoire. Pneumocoque obligatoire. Hépatite B obligatoire. HPV obligatoire. Par contre, ce qu'il faut faire, le bon sens, c'est qu'il faut attendre que la maladie soit stabilisée. D'accord? Et les vaccins vivants sont contre-indiqués. Donc, en gros, un malade sous immunosuppresseur, les réimchés en Afrique subsaharienne, lorsqu'ils tirent les vaccins de la fièvre jaune, non. Les réidir le PCG, non. Ça fait, c'est clair. Voilà le message qu'il faut retenir. C'est le message important que je voulais passer. Conclusion. J'ai il y a que le temps. Donc, infection, complications majeures, maladie et traitement sont les deux facteurs. Réduction corticoïde. تنبداو ما تنعرفوش نوقفوا متفقين ولا متفقينش ياك متفقه معايا ولا لا مدام لا مدام ديغيير وي دابا تيبانوا لك شحال مريض كورتيكويد خصني نوقف ليهم دابا لي كورتيكويد d'accord vaccin bien toléré souvent immunogène je vous remercie. Merci beaucoup professeur Hermouche, excellent atelier. Alors, vous avez le droit de poser les questions concernant le premier atelier et le deuxième même, parce qu'on a un peu du temps. Oui, bravo. Merci professeur Hermouche, vous êtes vraiment دايما كتفيدنا بزاف. انا جي دي مالاد qui ont de polyarthrite rhumatoïde sous méthotrexate et les cortiques sous
C'est. Et plus corticoïdes. Mais quelquefois, il arrête et il continue avec corticoïdes toute la vie. Est-ce que c'est conseillé ou non? Oui. Alors, c'est une très très bonne question. Alors, je vais répondre en globalité, d'accord, puisqu'on fait de la formation médicale continue. Corticoïdes dans la PR, c'est 6 mois maximum. Pas plus que 10 mg quand vous donnez. Après, c'est 60 mg. C'est la seule maladie auto-immune, on ne donne pas 1 mg kilo jour de corticoïdes. On donne 10 mg dose maximale. Vous savez, c'est clair. L'objectif, pourquoi on donne le métaux, le corticoïde, il a 2 intérêts. C'est de bloquer l'inflammation aiguë, en attendant que le métaux fasse l'effet qui va mettre 1 à 2 mois pour commencer l'effet. Une fois que si mon malade n'est pas contrôlé, que j'ai besoin de garder les corticoïdes, c'est que ma maladie n'est pas équilibrée. Ça veut dire que je dois soit augmenter la dose de méthotrexate, soit commencer une biothérapie. Le message est clair. Et mon objectif de la corticothérapie, c'est de l'arrêter après 6 mois. Si je la maintiens après 6 mois, c'est que je soigne mal mon malade. C'est clair. Pour la PR, pas pour les autres maladies auto-immunes. Pour les autres maladies auto-immunes, vous pouvez maintenir 5 mg, ce qu'on appelle la dose d'entretien. Pour la PR, l'objectif, c'est d'arrêter la corticothérapie à 6 mois au maximum. Donc, c'est une très très bonne question. De façon, comme tu veux, je réponds à cette question. Oui. Très bien. En gros, la question qu'elle me pose, c'est comment j'arrête les corticoïdes. Premièrement, 10 mg, ce n'est pas énorme, mais c'est 10 mg de trop. Donc, en gros, avant, on faisait test synactène, etc. Forget. Vous faites cortisolémie 8 heures. Elle est normale, vous pouvez décroître et arrêter. D'accord? Elle est pathologique, elle est basse, vous mettez l'hydrocortisone, 20 mg à 8 heures, 10 mg à 16 heures, jusqu'à ce que la cortisolémie se normalise. Et après, vous arrêtez les corticoïdes. Voilà, j'ai résumé et en faisant très simple. Houria. Merci. Heureusement qu'ils m'ont donné le micro. Parce que je les ai suppliés. Ma question est la suivante, surtout pour les gens qui ont une insuffisance surrénalienne. Et on en a autant. Et c'est vrai qu'ils sont sous une corticothérapie long cours. On ne peut pas l'arrêter. Et tout un chacun a sa dose. Est-ce qu'on devrait vraiment faire très très attention et surtout toujours dans la vaccination, à part les sujets âgés et tout ça, ou bien il n'y a pas vraiment de prévention qu'on devrait faire à part l'hygiène de vie et tout ça? Ouais, donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou... C'est une très bonne question. Donc en gros, je vais répondre par la deuxième question. Vaccination toujours. Donc ça, c'est simple. Vaccination toujours. Donc ça doit être dans le dossier médical. Si tu as la cortisolémie qui est toujours basse, ben dans ce cas-là, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, hydrocortisone, 20 mg 8 heures, 10 mg, en attendant que la surrénale fonctionne. Oui, ou tu n'arriveras pas, en effet. Hein. On n'arrête pas quoi? Mais quelle m'a fait? L'hydrocortisone, hein? C'est-à-dire ils sont sous hydrocortisone la plupart du temps. On n'arrive pas à arrêter, parce que la cortisolémie est apta. Voilà. Donc, il a pris la cortisolémie apta, tu vas maintenir ton hydrocortisone. Si elle se normalise, tu vas décroître progressivement ton hydrocortisone pour l'arrêter. Voilà le message. Donc, tu continueras à faire une cortisolémie 8 heures. Elle se normalise. Je vais diminuer quand il y a 20 et 10, 10, 16 heures. Je vais arrêter. Quand je vais maintenir mon hydrocortisone. Parce que le risque, c'est quoi? C'est l'insuffisance surrénale aiguë. Attends, il faut être très simple. Retenez ça. Tout malade sous corticoïdes ou qui a pris des corticoïdes, qui fait des troubles digestifs, est une insuffisance surrénale jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Qui fait un syndrome fébrile est une insuffisance rénale jusqu'à preuve du contraire. Voilà, donc c'est une très très bonne... Une autre question. S'il vous plaît, j'ai une question pour la durée de l'antibiothérapie. Par exemple, dans l'infection urinaire chez l'homme, on ne parle pas d'infection urinaire simple, toujours on parle d'une infection urinaire compliquée et elle doit être considérée comme prostatite. Ouais.
Mais en pratique, la plupart, elles donnent un quinolone ou une antibiothérapie pour 5 jours. Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question pour deux raisons. Premièrement, on dit plus prostatite, on dit infection urinaire masculine, comme tu l'as dit, Flououl. Et c'est très simple, c'est PSA augmenté, frisson. Bon, ceux qui ont déjà vu une infection urinaire masculine, Rabeina, c'est évident. Ta question elle est intéressante pour deux raisons. La première question, c'est, elle va regrouper deux choses. Il faut savoir le germe et la diffusion de l'antibiotique. La prostate, l'antibiotique qui diffuse le mieux, c'est les quinolones. Yaolos, quand vous avez une ostéite. Donc là, en effet, tu as raison, c'est quinolone en première intention parce que la diffusion est bonne et en général, c'est des Escherichia coli et globalement, ça marche. Donc on répond aux deux critères. 5 jours, non. Ça, c'est définitivement non. D'accord? C'est au moins 2 semaines, sinon plus. C'est 2 à 6 semaines, d'accord? Jusqu'à rémission clinique, normalisation de la CRP et baisse de ta PSA. Donc c'est une très très bonne question et je te remercie de me l'avoir posée parce qu'elle résume en gros, elle a complété ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, je tiens à vous remercier d'abord pour votre belle présentation. Alors, ma question, c'est par rapport à la durée de traitement par méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde. Ouais, c'est une très bonne question aussi. Alors, métaux, PR, tu commences 10 mg, 15 mg de métaux à peu près. Quelle est ta dose maximale ou quelle est moi, je te dis ce qu'on fait. Il y a pas de, moi, je commence par 15. La malade est stabilisée. Mon objectif, c'est d'arrêter. Bien sûr, si j'arrive à arrêter les corticoïdes, enfin, il faut que j'arrive à arrêter les corticoïdes. Si je n'arrive pas à arrêter les corticoïdes, il faut augmenter la dose. La dose maximale, c'est 25 mg par semaine. 25, certains disent 30, mais retenez 25 mg par semaine. Si ma maladie est stable sous 25 mg, entre 15 et 25 mg, ne pas oublier que le méthotrexate est un antifolinique. Il faut ajouter de l'acide folique associé. L'acide folique, il ne faut pas le donner en même temps que le métaux, parce que sinon, ça va antagoniser. Donc, on le donne 48 heures à distance du méthotrexate. Après, si mon malade est stable à la dose de métaux, je maintiens mon métaux pendant 2 à 3 ans. Si mon malade est stable, je vais faire la même chose. Je vais commencer à diminuer progressivement jusqu'à une dose minimale de méthotrexate. D'accord? Que je vais maintenir et peut-être espérer arrêter un jour, mais ce qui est très rare. D'accord? Si mon malade n'est pas stable à 25 mg, je passe à une biothérapie. Il ne faut pas donner corticoïdes, ça veut dire que ça ne marche pas. Je dois passer à autre chose, il y a une biothérapie. Voilà, c'est comme ça en résume. Alors, les effets secondaires, parce que ta question, elle cache une autre question, c'est j'ai peur des complications. Le métaux, il y a 2 façons d'utiliser. Moi, quand j'utilise dans les lymphomes, c'est métaux ce qu'on appelle high dose. Ça n'a rien à voir, c'est les hautes doses. Dans la PR, c'est petite dose de méthotrexate. Donc les complications, les carina, quand on était Fulcolia, c'est plus pour les high doses. Donc si c'était pulmonaire, etc., etc., etc. Donc en gros, c'est quoi? C'est fait urée, créatinine, transaminase et énumération formule sanguine. Mais si je donne mon acide folique, j'ai très peu de chances d'avoir une anémie. Et puis, ça peut donner une cytolyse et ça peut donner une insuffisance rénale qui est plus rare, plus la cytolyse. Si j'ai une cytolyse au-delà de 6 fois normale, il faut arrêter le métaux. D'accord? Si c'est très rare, mais quand ça existe, donc c'est ça en fin de compte, c'est une surveillance très basique. Hein. NFS, urée, créatinine, transaminase, CRP. C'est ça de dire. CRP normal, urée, créatinine normale, numération normale, tu maintiens ton traitement des années, sans aucun souci. S'il vous plaît, monsieur le professeur, est-ce qu'on peut traiter une polyarthrite rhumatoïde en se basant sur les signes cliniques parce que la sérologie elle est toujours négative? Très bien, c'est une très très bonne question. En gros, Salahdin me pose la question des PR séronégatives. Voilà, c'est ce qu'il est en train. Parce que latex valérose, vous pouvez l'oublier. Je connais maintenant, vous avez les anti-CCB, ça ne coûte rien. Ça s'est démocratisé, ça coûte 200 dirhams. En gros, vous avez une polyarthrite bilatérale, symétrique, épargnant les IPD. La PR, c'est le seul rhumatisme qui ne touche pas les interphalangiennes distales. Vous êtes sûr, mais les anti-CCP sont négatifs. C'est ce qu'on appelle une PR séronégative. Je dois m'aider d'autres arguments.
Donc je me suis basé sur la clinique, j'ai fait mon bilan inflammatoire, je l'évoque, je fais une écho articulaire qui me permet de poser le diagnostic. Je recherche des œdèmes. Si je n'ai pas l'écho, il y a mieux, c'est ce qu'on appelle l'IRM dédié. L'IRM dédié, mais si il y a l'IRM un radiologue, là, c'est une IRM avec un logiciel particulier dédié aux articulations. Et si vous avez des érosions, si vous avez des destructions, c'est ce qu'on appelle, parce que la PR, c'est un rhumatisme destructeur. D'accord? Et dans ce cas-là, tu as le droit de traiter comme une PR, c'est ce qu'on appelle les PR séronégatives. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le professeur Hermouche, pour votre excellent deux ateliers. Et au nom de MG Maroc, j'ai le plaisir de vous donner un petit trophée de participation